Ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous, hein. Merci d'être avec nous pour ce webinaire de la série Défi et Creative Valley, donc un partenariat qui a pas mal collaboré sur de nombreux projets, notamment sur Digital Boost, hein, au moment du confinement, avec la présentation d'ateliers thématiques autour du digital, hein, autour du référencement, autour de la collecte de données. On avait déjà invité Jean-Baptiste Leroy pour un événement en avril 2020. Là, du coup, je vais partager mon écran. Hop. Donc, du coup, ce webinaire, hein, est sur la thématique comment collecter et lire mes données afin de prendre les bonnes décisions pour le développement de ma marque. Donc, il s'agit d'un webinaire qui sera animé par Yann Gozlan, donc président de Creative Valley. Bonjour Yann. Salut, j'ai pas mis la veste, vous m'en voudrez pas. On ne ressemble pas tout à fait à la photo, mais bon. Je pense que là, avec la chaleur qu'il fait, mieux vaut, je dirais, rester C'est accepté. un peu léger. Ok. Donc voilà, Yann aura l'occasion, je dirais, aura l'opportunité d'animer cet échange. Nous aurons avec nous aussi trois invités experts de la thématique de la data. En commençant tout d'abord par Enguerrand Aquaron, qui est directeur de projet data et intelligence artificielle chez Hogar et Lafayette. Bonjour Enguerrand. Bonjour à toutes et à tous. Nous aurons Jean-Baptiste Leroy, que j'ai présenté de manière succincte avant, hein, qui est président chez Datamakers, mais qui est aussi expert sur le programme Digital at Mode, hein, qui est le programme de formation à la transformation digitale pour les marques de mode, pensé par défi en collaboration avec les fédérations. Donc, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tous et bienvenue. Et nous aurons également Julie Pont, qui est directrice mode et création chez Euritech et qui aura l'opportunité de nous parler du savoir-faire de chez Euritech. Bonjour Julie. Bonjour à tous, bienvenue. Salut, merci Julie. Donc, comme je vous l'ai expliqué avant, c'est un webinaire qu'on organise avec le défi dans le cadre d'un programme qui s'appelle Digital at Mode. Qui a démarré il y a maintenant 1 an. Et la 3e saison s'est achevée ce mois-ci. Donc, on a une nouvelle promotion de marque qui a pu se former aux enjeux. Pour ceux qui ne savent pas exactement, qui ne connaissent pas exactement le rôle du défi, nous avons Élise Desrues, qui est chef de projet communication et innovation au défi. Bonjour Élise. Bonjour. Donc, Élise, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots, nous parler du défi et du programme, si jamais je pourrais toujours te compléter, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Alors, le défi, c'est le comité de développement économique de l'habillement. Il exerce une mission de service public qui est d'aider à la transformation et au développement des entreprises françaises de l'habillement en France. Et pour ça, il finance, il anime et il encourage des actions qui se déclinent en 5 axes stratégiques, qui sont accélérer la croissance des entreprises, encourager l'émergence d'une mode responsable, stimuler l'innovation, promouvoir le savoir-faire et la fabrication locale et renforcer et développer l'image de la mode française. Et c'est dans le cadre de ces actions que le défi, en collaboration avec Creative Valley et les fédérations, a pensé ce grand programme de formation à la transformation digitale. Donc ce grand programme, il comprend la formation d'entreprises en petits groupes à la transformation digitale sur des thèmes comme l'acquisition, la conversion, la fidélisation, la cybersécurité ou encore les réseaux sociaux. Mais il comprend aussi des webinaires qui sont ouverts à tous, comme celui d'aujourd'hui, et qui sont également disponibles après sur notre chaîne YouTube. Donc, je vais te rendre la parole et puis je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup, Élise, pour cette présentation. Donc, si jamais il y a certains passages que vous n'avez pas compris, voilà, n'hésitez surtout pas déjà à réagir dans le chat. Yann fera en sorte, je dirais, de poser les questions si nécessaire. Et puis, voilà, vous aurez toujours accès à la fin à une présentation, ainsi qu'au replay de ce webinaire. Donc, c'est un événement qui va se dérouler en deux grandes parties.
pour ne pas dire 3 avec cette introduction. Tout d'abord, on va essayer de rappeler vite fait le contexte, essayer d'expliquer ce qu'est la donnée, qui est quand même le sujet principal de ce webinaire. Nous aurons aussi une première partie qui se consacrera plutôt à l'utilité de la donnée, que ce soit pour votre marque, mais aussi également pour le secteur de la mode d'un point de vue global, où là, voilà, on aura l'occasion d'entendre Enguerrand et Julie. Puis une deuxième partie, là, on va essayer, je dirais, de se concentrer un peu plus sur ce qui est possible de faire en interne, de ce que vous pouvez déjà faire au sein de votre marque, au sein de votre entreprise, avec Jean-Baptiste Leroy. Donc, voilà. On va pouvoir commencer. Donc, on va pouvoir introduire le sujet. On a essayé, je dirais, de faire les choses de manière très générale. Trouver une définition de la donnée générale, c'est assez complexe. On trouve pas mal de nombreuses définitions autour des données qui sont personnelles. Et on s'est mis d'accord, je pense, on s'est mis d'accord avec les experts pour dire qu'au final, la donnée, c'est toute trace de n'importe quelle activité sur le numérique. Donc, tout ce qu'aujourd'hui vous faites sur le numérique, au final, ça devient une donnée pour la marque, ça devient une donnée également pour le secteur. Donc, il existe deux types de données. Il y a bien évidemment des types, il y a les données personnelles. Dans ces données personnelles, il y a 4 sous-types. Donc, on a ce qu'on appelle les données de base avec le nom, le prénom, l'adresse. Les données sociodémographiques, où là, on sera plus dans des informations autour de la localisation. Les données comportementales, où là, au final, toute votre activité sur les réseaux sociaux, par exemple, elles disent quand même des choses sur vous, sur votre comportement, sur ce que vous aimez. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les données de satisfaction, où souvent, après une expérience, que ce soit en magasin ou en ligne, on vous demande toujours voilà, de remplir un petit questionnaire ou d'émettre un avis, voilà, histoire que vous puissiez faire part de votre satisfaction suite à votre expérience client. Donc ça, c'est vraiment les données qui sont de type personnel. Puis, bien évidemment, il y a des données qui sont quand même beaucoup plus importantes, de type un peu plus macro, que ce soit qui concernent plus toute la partie autour du marché, tout ce qui se passe un peu à l'extérieur de votre marque, autour de la logistique aussi et de la marchandise qui aide de nombreuses entreprises. Donc, aujourd'hui, on peut dire que Hors Collect, ça apporte un certain avantage concurrentiel qui est assez incontestable parce que du coup, non seulement ça permet de mieux cerner les besoins de vos clients et par la suite, on verra ça dans ce webinaire. Cela vous accompagne en fait dans la prise de décision et dans l'élaboration de vos différentes stratégies. Alors, excusez-moi, il y a de plus en plus de participants qui arrivent en salle d'attente. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ça n'arrête pas. Donc, aussi, ce dont il faut prendre conscience concernant la donnée, c'est qu'au final, ça bouleverse l'organisation en interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la donnée, elle est devenue indispensable. Elle est indispensable, je dirais, dans différents domaines qui sont impliqués dans la mode, que ce soit autour du marketing, autour du site e-commerce, quel est le taux d'acquisition, le taux de conversion en matière de fidélisation, aussi par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que du coup, le contenu que je publie est impactant? On a aussi, je dirais, on a aussi une donnée qui est indispensable pour tout ce qui va être logistique et opérationnel, sur tout ce qui va être la gestion des ventes, mais aussi la gestion des stocks. Et on verra ça, bien évidemment, avec Julie. Sur tout ce qui va être analyse des tendances, la donnée, elle peut être très, très utile. La donnée, elle va créer aussi de nouveaux métiers, comme data analyst, data scientist, les métiers aussi de data engineer. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
certaines marques vont rechercher des personnes avec des connaissances très spécifiques autour de la data. Donc, quand on va parler de data analysis, l'objectif, c'est de collecter la donnée et essayer, je dirais, de mettre en forme, de créer la visualisation et de la lecture de données afin, je dirais, de les donner aux différents pôles afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Je laisserai bien évidemment le soin aux experts de me reprendre si besoin. Puis, il y a aussi la création vraiment de nouveaux métiers, par exemple, des mélanges en fait, entre data analyst et les trend forecasters. Donc, en gros, comment aujourd'hui, grâce à la data, on peut analyser, on peut prédire les prochaines tendances. Autre point important concernant le bouleversement de l'organisation, c'est que du coup, depuis mai 2018, donc, il y a ce qu'on appelle la RGPD, donc la Réglementation générale de la protection des données, donc, qui est entrée en vigueur en mai 2018 et qui du coup impose une certaine législation, certaines règles du coup dans la collecte de vos données. Donc, que ce soit autour du consentement explicite, que ce soit en fait la conservation de la donnée, que ce soit les choses utiles à collecter en matière de données, il y a de nombreuses règles qui sont à respecter. Et c'est pour ça que maintenant, chaque marque a ce qu'on appelle un DPO, une personne en charge de la protection de la donnée et qui s'assure aujourd'hui qu'elle respecte bien les règles en matière de RGPD. Est-ce que déjà certains parmi les experts souhaitent réagir? Moi, je veux bien réagir, peut-être Thibaut, et prendre peut-être la parole à tout le monde. En rappel aussi, parce que je n'ai pas eu le temps vraiment de me présenter, nous, Creative Valley, on bosse depuis une bonne dizaine d'années avec Defimode. Avec le soutien de Defimode, on a monté au lancement de Station F un programme qui s'appelle ADN, où on a beaucoup travaillé sur la thématique de la fashion tech. On a eu le plaisir d'avoir Julie, je crois, tout début du programme avec nous. C'était une expérience extrêmement sympa. Première fois du plateau, j'étais seule. Tu te rappelles, hein? Ouais, c'est ça. Les deux premiers programmes, c'était le nôtre et celui de l'HEC, dans mes souvenirs. Et donc, oui, on était une belle aventure. Et nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est la vocation de ce séminaire, c'est d'être le plus pratique possible. Donc, il y a un petit côté abscon, on a utilisé beaucoup de termes techniques, mais ça va être de les rendre abordables et de vous construire une vraie boîte à outils. Donc, notre objectif, notre vocation, c'est de faire ça. C'est pour ça aussi que Thibaut a insisté autant sur la question. Donc, n'hésitez pas, le chat sert à ça. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des emails après la réunion. Franchement, les experts qu'on a aujourd'hui autour de l'écran, c'est tous des gens qu'on connaît super bien, qu'on apprécie beaucoup, etc. Donc, on est là pour animer cette communauté. Cette communauté, c'est vous. Nous, on a juste un rôle un peu de catalyseur, pas plus. D'accord. Donc, ça, c'est un peu l'esprit dans lequel on est. Donc, les datas, vous l'avez compris, c'est un truc. Moi, j'ai commencé ça dans les années 92, je crois. Donc, il y a toujours eu des données. Là, les éléments de nouveauté, c'est que les données, on va les prendre en ligne, mais aussi maintenant dans des magasins. Je pense qu'on va en parler un petit peu pendant le séminaire. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de données. Et en fait, vous, ce qu'on va vous demander, c'est de comprendre en gros quelles sont-elles, à quoi elles servent. Et après, on va essayer de vous donner quelques éléments d'illustration pour ne pas se planter. C'est-à-dire il y a des règles à respecter, RGPD, etc. Donc, en fait, on ne va pas en prison directe et ce n'est pas les boîtes qui démarrent qui vont en prison, mais il y a un cadre qu'il faut connaître. Voilà, c'est comme la TVA sur une facture, il faut savoir que ça existe. Et après, l'enjeu, et ça, c'est hyper intéressant, c'est qu'il y a des nouveaux métiers qui sont en train d'émerger, qu'on a commencé à lister là un petit peu. Et si vous voulez, ça, c'est un peu une espèce de ce qu'il y a dans l'iceberg, sous l'eau, mais c'est intéressant de le connaître. Et pour certains d'entre vous, nous aussi, notre objectif, ça va vous aider d'acquérir ces compétences en interne ou en externe à partir du moment où on peut faire la preuve, vous pouvez vous faire la preuve à vous-même que ça génère de la valeur pour vous, donc du chiffre d'affaires, de la marge ou une économie de coût. Donc voilà, c'était un peu juste pour rappeler le côté un peu pragmatique de notre objectif, en tout cas. Et c'est vrai, on ne va pas faire l'économie de vous sortir quelques termes techniques comme a commencé à faire Thibaut. Je passe la parole à quelqu'un parmi nos experts pertinents. Vous avez le droit d'être impertinent et pas d'accord avec ce que je raconte, ne l'oubliez pas. Est-ce que vous avez une réaction? Non, pour ma part, intro très clair. Merci Yann et Thibaut. Effectivement, l'idée de ce séminaire, ce n'est pas de vous gaver de mots techniques, mais d'essayer de vous
vulgariser au maximum les concepts et de vous amener à anticiper la future organisation de vos sociétés, les futurs outils sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour prendre des décisions qui vont, comme Yann l'a dit, générer de la valeur chez vous. Allez, je rebondis aussi. Je trouve qu'on est vraiment à un moment qui est hyper intéressant sur l'histoire de l'utilisation de la donnée. Ça s'accélère, il y a de plus en plus d'outils qui nous simplifient la vie, qui permet même de commencer à faire des choses qui vont jusqu'à l'intelligence artificielle quasiment en quelques clics. Et du coup, moi, ce que j'aime bien dire, et je suis très content de la direction qu'on prend avec ce webinaire, c'est ce qui compte avant tout, c'est la décision que je veux prendre. Et ensuite, je m'appuie sur ma donnée, je m'appuie sur cet actif, en fait, pour appuyer ma décision, pour donner du poids, pour automatiser certaines choses et pour gagner en agilité et en créativité, en fait, pour vraiment replacer mon métier au centre de mon organisation. Et la data, finalement, la bonne utilisation de la data, c'est quand elle est tellement intégrée que des profils comme moi, des personnes vraiment expertes de la donnée qui doivent gérer dans l'ensemble de l'organisation la donnée, il n'y en a même plus besoin puisque tout le monde a cette culture-là. Et même tous ces profils-là, data analyst, data scientist, tout ça, vont être amenés à un moment à évoluer, à se transformer. On le voit avec le dernier métier. Et je trouve que c'est un moment assez intéressant, quoi. Il y a encore énormément de choses à faire. Mais dans la mode en particulier, on commence à à être certains acteurs à être de plus en plus matures. Et donc, on est un peu à un point pivot, ce qui rend vraiment ce webinaire très intéressant, je trouve. Et pour rebondir et laisser maintenant la parole à Thibaut, le côté paradoxal, c'est parce que ça a maturé, parce que quelque part, ça s'est complexifié pour les gens qui sont dans le back-office ou qui sont dans les soutes de ces dispositifs. Pour vous, utilisateurs finaux, ça devient de plus en plus simple. Et en fait, ça veut dire qu'avec un peu de paramétrage, avec une bonne expertise de démarrage, etc., en fait, votre capacité à être autonome et à vraiment décider ce que vous faites, elle est beaucoup plus forte que quand j'ai commencé ce métier il y a 20 ans, ou même qu'il y a 3 ans, parce que je pense aussi que l'effet crise sanitaire a eu un effet d'accélération non seulement dans la prise en main des outils, mais dans leurs usages et dans la maturité de leurs usages. Donc, en fait, c'est plus facile pour vous de créer de la valeur aujourd'hui que même il y a 6 mois, en fait, pour être un peu direct. En tout cas, j'en ai l'intime conviction. Parfait. Julie, est-ce que tu veux réagir du coup à ce qui a été dit? Oui, moi je suis complètement alignée avec tout le discours et notamment avec ce que soulignait Enguerrand sur l'utilisation de la donnée, non pas en remplacement mais en adjonction de métiers existants qui doivent se transformer et s'adapter. Mais je rajouterais un peu un angle de c'est intéressant d'utiliser la donnée, mais sur toute la chaîne de valeur, parce que souvent j'observe qu'on est sur beaucoup focus sur la partie retail ou logistique, supply et optimisation des ventes ou des stratégies digitales pour le marketing, la communication et le e-commerce. Mais ce que je trouve passionnant, c'est également de trouver des opportunités au niveau de la création et l'élaboration du produit, de sa conception et d'utiliser la donnée non pas pour bien sûr remplacer les créatifs, mais en tout cas les aider soit à imposer un choix parce que eux ont la connaissance de leur marché et de ce qui peut ou pas fonctionner, tout en backant leurs intuitions avec des données concrètes qui permettent à des gens qui ont des profils peut-être plus analytiques de les suivre dans leur choix et en toute confiance. Donc ça, c'était un point sur lequel j'insisterai plus tard, mais effectivement, l'utilisation de la donnée, ce n'est pas, entre guillemets, que la vie du produit une fois qu'il a été réalisé, mais ça peut aussi déjà commencer avant. Et c'est pour ça que je trouve aujourd'hui mon métier passionnant. Donc voilà, ce serait mon point. Parfait, merci beaucoup. Donc, on le rappelle, n'hésitez surtout pas à réagir via le chat, que ce soit pour poser une question, mais aussi également partager et donner votre avis. Sur ce, moi, du coup, je laisse la main à Yann pour l'animation de cet échange. Yann, du coup, à toi, je dirais. Merci beaucoup Thibaut pour ce mot introductif. Moi, je vais passer vite la parole justement à Julie qui va nous parler un petit peu de Euritech. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans l'aventure Euritech, que j'ai eu la chance de suivre, je crois, depuis le début, c'est peut-être une bêtise, mais je ne crois pas trop, c'est que c'est vraiment pour moi la data au service de la mode. Et ça montre aussi qu'on peut, je vais être un peu loin du sujet, mais c'est parfois sympa, on peut aimer le beau, on peut s'interroger sur qu'est-ce qui fait
je vais un peu loin, le goût de la vie, et parce qu'il y a quand même un peu ce côté-là. Si on est passionnés tous par la mode autour de cet écran, c'est parce qu'on a envie de réenchanter le monde. Et avec Eurytech, on voit que techno peut rimer avec réenchantement du monde. Tu me permettras cette introduction un peu audacieuse, Julie, mais je te dis le fond de ma pensée. Bah, écoute, j'en suis ravie et je partage bien sûr ce point de vue, sinon je ne travaillerai plus chez Eurytech. Ça va faire maintenant 3 ans que je fais partie de l'aventure et effectivement, je pense que c'est une solution intelligente qui sait marier en fait les exigences de métiers qu'on connaît tous, puisqu'on est tous autour de cette table virtuelle. On fait partie de cette industrie. Et Eurytech avait été créé un peu par hasard, justement. C'est un peu l'énergie du début, c'est qu'ils avaient une super techno de reconnaissance visuelle et textuelle en intelligence artificielle, donc du machine learning et du deep learning conjoint pour pouvoir juste, entre guillemets, apprendre à reconnaître des éléments. Et c'est grâce à un hackathon qu'on a vu l'opportunité pour la mode. Et ensuite, en s'entourant de personnes plus orientées métier, on a su développer un outil extrêmement puissant pour la prédiction de tendance. Et je dirais même au-delà de la prédiction qui pourrait être un peu plus hasardeuse parce qu'on est sur de la statistique long terme, la quantification de signaux faibles sur des tendances émergentes et la comparaison entre des géographies, la segmentation des personnes qui sont adressées par ces tendances. Et pour arriver à aujourd'hui 2 plateformes distinctes dont l'une se comporte comme je dirais un trendbook classique, sauf qu'il est relié à de la donnée en temps réel et vous apporte à la fois des données quantitatives sur le comportement d'une tendance donnée, mais également une contextualisation, je dirais, traditionnelle du métier de trend forecaster, qui va être une analyse psychosociologique, géographique, historique parfois, sur expliquer pourquoi cette tendance revient. On donne également des recommandations stylistiques quand il s'agit de comprendre comment l'intégrer dans un ADN de marque ou dans un assortiment produit. Et on accompagne nos clients sur la compréhension de ces données qui peuvent parfois être complexes, avec bien sûr un accès à du consulting et à un accompagnement par notre équipe CSM. Et à présent, on opère sur des industries aussi distinctes et sœurs que le luxe, le prêt-à-porter mode et le sportswear, sur du prêt-à, je viens de le dire, de l'homme, de la femme, mais également des accessoires et de la chaussure, ce qui est un scope assez large, mais qui est rendu possible par le fait qu'on crawl en fait les réseaux sociaux et certains sites web les moins biaisés possibles, notamment des médias. Ce qui nous fournit une base de données, je dirais de raw data, de données littéralement crues, qu'on analyse ensuite, qu'on passe à la moulinette de nos modules pour comprendre exactement ce que portent les gens et non pas ce qu'on projette nous en tant que professionnels de la mode sur les velléités d'achat ou de comportement d'achat de personnes que finalement on ne connaît pas. Et on opère sur ce point grâce à une série d'opérations techniques qui nous permettent de, sur une image, retrouver des éléments d'alignement qui, isolés les uns à côté des autres, parlent peu, mais ensemble donnent des éléments de projection fiables. La technique, elle est à la fois très complexe et très artisanale. On commence par constituer des panels d'utilisateurs de réseaux sociaux avec 3 différentes méthodologies. La première, c'est ce qu'on appelle les panels seeds, qui vont nous servir à faire grossir artificiellement ces panels de consommateurs qu'on établit, qu'on cure à la main dans mon équipe mode en recherchant des gens qui sont très niches, très en amont de phase et qui vont être probablement des early adopters, mais qu'on ne choisit pas forcément pour un lien avec l'industrie de la mode, mais principalement parce qu'ils ont un style et une façon de s'habiller qui est remarquable. Un second panel qui est moitié organique et moitié manuel, qui concerne des gens qui regroupent principalement la population dite des influenceurs,
qu'on pondère énormément pour éviter d'être biaisé dans nos datas, puisqu'on est bien conscient que ce sont des gens qui ont une forte résonance et qui peuvent jouer le rôle de porte-voix pour des tendances, mais qui sont également beaucoup giftés par les marques, qui sont dans un rapport plus de clientélisme à la tendance et non pas quelque chose de spontané. Et un dernier panel qui est du coup le territoire de nos data scientists qui est grossi mécaniquement pour obtenir un panel, on dirait, neutre de personnes, j'ai envie de dire comme vous et moi, qui postons des photos non pas pour se mettre en avant d'un point de vue mode, mais parce qu'on est au restaurant, à un mariage, etc., enfin, dans la vie quotidienne, ce qui nous permet de capter les goûts, les intentions des personnes, je dirais, en dehors du système mode, de ce qu'elles portent vraiment, de ce qu'elles adoptent vraiment, et qui est la base de nos forecasts et de nos modérations de segmentation, de growth et de magnitude. Parallèlement à ce travail de panel, on a bien sûr le côté engineer de nos data scientists, mais côté module, et de notre service de recherche et développement qui sont eux là pour entraîner donc ce qu'on appelle des modules chez nous. C'est un réseau d'algorithmes qui permettent sur chaque type de détail pointer, je vois une botte beige qui est pointue avec un talon kitten. Donc j'ai absolument pas les compétences d'entrer dans la technique, mais un réseau d'algorithmes qui est capable de reconnaître ces éléments et ensuite de les transmettre à un autre réseau d'algorithmes qui, lui, va s'occuper du forecast des éléments reconnus sur les photos que nous aurons trouvées grâce au panel précédent. J'espère que je n'ai pas perdu tout le monde au passage, mais j'essaie d'aller vite pour vous donner un peu la recette derrière tout ça. Ce qui nous permet, en fait, au-delà de l'analyse de l'équipe mode, une plateforme SaaS qui donne l'autonomie à nos clients d'opérer sur une plateforme qui leur donne des recommandations sur les comportements des tendances. Donc, typiquement, voilà, cette tendance est un fashion bet en pleine croissance sur votre géographie. Allez-y. Attention, ici, on est sur quelque chose de stable, mais prenez garde à la courbe qui va commencer à décliner. Ou attention, vous avez un pourcentage de markdown dans votre collection qui nécessite d'y prêter attention. Yann, tu lèves la main. Oui. J'utilise ce moyen technologique en fait pour rentrer dans mon rôle de modérateur. Tu m'arrêtes, hein, Julie, si je dis des bêtises, mais moi, si j'ai bien compris, il y a la matière, hein, la data, puisqu'on fait un séminaire sur la data, et la data, ma première source de data, ça va être des populations, 3 grosses populations. Une première population qui sont ce que j'appellerais moi des trendsetters, donc des gens qui sont un peu en avance de phase, que vous avez identifiés et qui sont des gens qui vont avoir des habits, des approches, des look and feel qui sont intéressants et qui sont en devenir. Donc là, quelque part, on perçoit le futur. La deuxième, c'est des gens qui sont en gros massivement visibles. Donc, c'est ces influenceurs, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qui se passe. Donc, quel est le message en fait majoritaire qu'on a aujourd'hui sur le web, sur les réseaux sociaux. Et on a une troisième population qui sont les gens comme vous et moi, qu'il va falloir habiller. C'est quand même un peu à ça qu'on joue. Et donc là, on regarde s'il y a un décalage entre ces 2 premières populations et cette population finale. Est-ce qu'on commence à retrouver des trucs qu'on a vus chez les uns ou chez les autres de manière un peu plus large, etc. Et donc, de ça, je sors 3 sets, 3 jeux de données, 3 cohortes, si je veux faire le sachant technologique. C'est ça? Alors, c'est à peu près ça, sachant que ces 3 premières cohortes, en fait, c'est des racines pour ce que nous, on va générer comme données. Donc, tu as raison, c'est de la donnée brute, donc c'est notre matière première. Et à partir de ce premier type de données, on génère nos propres données, puisqu'on a nos propres indicateurs, nos propres calculs qui, comme je le disais, génèrent ce qu'on appelle chez nous une growth rate. Donc, c'est l'augmentation de représentativité et d'adoption de saison en saison, de mois en mois ou d'année en année. Ça peut être une magnitude. Donc, la magnitude, ça va être le taux de pénétration d'une tendance sur un marché donné. Ouais. Ça peut être une segmentation, c'est-à-dire qu'à partir de notre classification, je dirais, psychosociale, on a des catégories de personnes, donc edgy, trendy, mainstream. Donc, on va pouvoir être en mesure d'attribuer à la tendance un certain type de consommateur prêt à la recevoir. Et sur une autre plateforme, on donne tout l'impact produit d'un produit donné par une marque sur les réseaux sociaux, son adoption,
le nombre de posts sur lequel il va être représenté, le nombre de personnes qui en parlent, qui le mentionnent. Si on est sur des gens qui vont être effectivement giftés, qui vont en fait en parler parce qu'ils ont été payés, ou est-ce qu'on est sur une adoption, je dirais, organique, de gens qui l'ont, pour lesquels le design est source d'adhésion et qui ont vraiment adopté le produit parce qu'il a plu en fait. C'est vraiment voit ça comme un cloud de données possible dont la base, c'est la reconnaissance visuelle sur des réseaux sociaux ou des sites, je dirais, médias. Exactement. Et pour compléter, donc les panels, on en a parlé. Les tags, c'est ce qu'on appelle les algos, les moulinettes, tout ce qu'on veut. Donc, c'est ce travail qui va être d'analyser les données qu'on a vues pour en sortir des métadonnées, donc des méta qui vont être intéressantes à un usage. Et c'est là où on parle toujours des algos gentils, méchants, moyennement gentils, plus ou moins boîte noire. Donc, c'est à cet endroit-là. Et là, on va sortir des éléments uniques sur lesquels nous, on va commencer à réfléchir. Et ensuite, la troisième partie, c'est les trends. C'est ce que tu as commencé à nous trois dire. C'est là où on fait du data mining. Donc, ça, c'est la partie kiffante, fun et sympa de notre métier et sur lequel on veut vous onboarder. C'est à partir de toute cette donnée qu'on a, et bing, on va sortir des choses intelligentes qui vont pouvoir nous permettre de vous donner des recommandations qu'on pense à peu près exactes. C'est bien ça? C'est bien ça, avec la garantie d'être sur tout ce process, d'avoir une intervention humaine experte. Parce que, par exemple, pour être capable d'entraîner une intelligence artificielle à reconnaître sur la photo que vous avez à la droite de l'écran que la jeune femme porte du prince de Galles avec un pantalon large, des escarpins rouges et qu'elle a sous son bras un clutch Vichy. Il faut des gens mode qui vont construire ce qu'on appelle des architectures de produits et qui vont classifier très précisément, détail par détail, et surtout famille par famille de produits, toutes les formes de vestes, toutes les formes de print, toutes les formes de sacs, toutes les formes d'escarpins, toutes les modularités qu'on pourrait envisager parce qu'on n'est jamais à l'abri de la créativité humaine. Et ça nécessite énormément de travail et on sous-estime beaucoup en fait ce travail que j'ai envie de qualifier d'artisanal parce que finalement, on fait ça de manière très pragmatique en faisant des arborescences avec des photos, des annotations, comme quand j'étais à l'école de mode et qu'on devait apprendre tous les types de cols. Et ça, c'est un travail, c'est aussi un des messages que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent arriver sur la data et la production de data, mais on sous-estime beaucoup l'enjeu de traduction de métier fashion tech, donc la spécificité du métier de la mode adjointe à de la tech et la complexité, en tout cas sur la partie tendance, la complexité des vêtements et du marché de la mode qui en fait est loin d'être un long fleuve tranquille et qui va nécessiter beaucoup de serendipity et beaucoup d'adaptabilité. Et ça, pour un data scientist, c'est compliqué. Ouais, merci beaucoup pour ce point. J'en profite pour proposer à tout le monde de réagir sur le fil de discussion. Vous avez des questions, des commentaires, donc ça nous permet de guider un peu le fil de nos entretiens et de pousser un peu sur tel ou tel point qui vous intéresse, ou vous aimeriez qu'on en dise un mot de plus. Mais pour reformuler un peu ce que dit Julie, ce qui est intéressant, vous l'avez compris, c'est qu'en fait, la question de la mise en intelligence des données, elle nécessite un savoir-faire, un savoir-métier, et qui est dans notre univers celui de la mode. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un espèce de mélange de la carpe et du lapin, pardon. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, pour interpréter correctement les données, il faut avoir une vraie formation dans la mode. Voilà. Exactement. Et on ne peut pas développer non plus une intelligence artificielle ou de la big data dédiée à la mode si on n'a pas une connaissance des métiers assez profonde pour, ne serait-ce que, après je finirai ma parenthèse, mais développer en fait des indicateurs qui font sens pour les gens. Nous, on a développé un indicateur, je dirais, de créativité qui est assez bête, de comparaison, de croissance d'une tendance ou d'adoption d'une tendance d'une saison à l'autre, qui n'avait pas du tout été envisagé par nos data scientists, qui, eux, étaient obsédés par effectivement des thresholds de potentialité, de reconnaissance sur un panel donné. Et nous, on était là, en fait, d'un point de vue métier, je pense qu'on soit designer, merchandiser, buyer, on a plutôt l'impression de vouloir le potentiel d'impact d'une tendance, sa croissance, au lieu d'être dans l'hyper-précision d'un comportement qui, en fait, à l'échelle d'un plan de collection, du développement d'une marque, je dirais pas accessoire, mais en tout cas pas crucial au point d'y passer autant de temps.
Alors, on a deux questions. On a une de d'Anne-Laure que je vais passer par oral et après, je vais passer la parole à Jean-Baptiste qui a levé la main lui aussi. D'accord? Donc, la question d'Anne-Laure, elle est assez sympa parce qu'elle correspond à ce que nous, on se disait un peu en préparant cet entretien. Bonjour Julie, ces profils mixtes data et mode sont-ils faciles à recruter? Ont-ils comme background en termes de formation? Alors, juste, pourquoi la question nous passionne, c'est que nous, à Creative, on a monté des formations conjointes avec l'Institut français de la mode, avec Dupéré, avec les Arts Déco, donc un certain nombre d'acteurs de la formation. Julie connaît bien ces formations, elle nous a parlé dans l'hackathon tout à l'heure. Elle nous en aura peut-être un tout petit mot de plus, mais on va essayer d'avoir une parenthèse pas trop longue. Oui, c'est intéressant, c'est un sujet qu'on veut traiter, qu'on veut adresser avec vous, et on aimerait voir émerger ces nouveaux profils. Et il y a un des thèmes sur lequel on a beaucoup bossé dans Digital at Mode, pour ceux qu'on a la chance d'avoir avec nous à temps plein, c'est la question de monter des formations en alternance pour pouvoir onboarder ces profils du futur qui, je pense, vont nous aider à faire de la France la pointe de la jointure entre la mode et la technologie. Voilà. Julie, peut-être un tout petit rebond sur ça et après on te passe la parole, Jean-Baptiste. Ça vous va tous? Ouais. Allez, go. Alors, recruter, c'est très compliqué, d'autant que chez Heuritech, on a inventé des métiers, vraiment. C'est pas de la flagornerie de ma part, c'est que vraiment, en montant cette équipe, j'avais pas du tout en tête d'être à ce point dans le process, la méthodologie, mais il a vraiment fallu se poser des questions sur qu'est-ce qui était le cœur du métier de trend forecaster, à quel moment, justement, dans notre chaîne de réflexion et dans nos méthodos, je dirais classiques, on avait vraiment besoin de la data, à quel moment c'était accessoire, à quel moment il fallait qu'on injecte du trend forecasting dans l'élaboration des data. Et ça, vraiment, on l'a fait sur le tas en apprenant vraiment sur les différents projets qui nous ont été amenés, sur le développement du produit lui-même. Ça, c'était vraiment excessivement intéressant parce que ça remet en question beaucoup de choses qu'on prenait pour acquises, que ce soit quand on a un profil créatif comme le mien ou quand on est data scientist ou quand on est data engineer de notre service R&D. Mais aujourd'hui, à de très rares exceptions, et je fais un clin d'œil à Noémie que j'ai vu dans l'audience, on n'a pas ou peu de gens en fait qui maîtrisent les deux. Et en tout cas, j'ai plus de gens qui pensent, parce qu'ils ont un profil data, pouvoir comprendre la mode, que des gens qui sont plutôt mode et qui ont, entre guillemets, l'audace, c'est pas le bon mot, mais j'ai des gens autour de moi qui sauraient faire ces métiers-là, mais qui n'osent pas parce qu'ils pensent que c'est trop compliqué, que c'est quelque chose qu'il faut avoir fait des maths, il faut avoir être statisticien, etc. Moi, je les rassure tout de suite. J'ai un bac L, option art plastique, je détestais les maths. J'ai plus un profil de chercheuse que d'analyste, mais on a quand même réussi à construire tout ça. Mais je trouve que oui, c'est plus compliqué de faire comprendre un profil data qui n'a pas tout compris, en tout cas du produit, puisque moi, je suis sur un segment vraiment élaboration de produits et forecast de tendance. Ça doit être différent plus en aval sur la chaîne de valeur, mais j'ai eu beaucoup en entretien des gens qui présumaient beaucoup de leur capacité d'analyse sur la mode et qui pensaient que la data pouvait tout résoudre et qui pouvaient tout lire au prix de la data. Alors, en tout cas, si vous êtes plusieurs à vous poser la question, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou en email, etc., etc. Comme ça, si vous êtes suffisamment nombreux, on se posera sérieusement la question avec Julie, avec Enguerrand et JB, et Thibaut et Xavier, de voir si on ne peut pas vous concocter quelque chose aux petits oignons. Jean-Baptiste, tu voulais réagir tout à l'heure, tu avais levé la main, et j'ai peut-être interprété un signe d'Enguerrand, mais comme il n'a pas utilisé une icône, je ne suis pas sûr qu'il peut prendre vraiment la parole. Absolument. C'était pour rebondir sur ce qu'avait dit Julie pendant sa présentation. C'était juste pour confirmer, et Julie, je te prends à partie, sur le site Heuritech, il y a déjà des exemples d'études qui sont disponibles, de forecasts, de reports, et qui montrent clairement la puissance de vos outils et de vos méthodes. On a à chaque fois on fait un webinaire par mois et un report par mois, soit sur des temps forts de l'industrie comme les Fashion Week. Là, on aura un webinaire mercredi prochain sur les Fashion Week Hommes, où on analyse donc ce qu'on a vu sur les catwalks, où on compare, on fait des comparaisons entre Fashion Week Milan, Londres, New York. On analyse aussi des tendances qu'on a vues défiler, donc on fournit de la donnée sur ça, la prédiction.
Donc ça, on a des téléchargements gratuits sur notre site, des versions courtes de tout ça, puisque le reste est bien sûr réservé à nos clients et aux gens qui souscrivent à nos offres d'analyse et d'accompagnement. Et ensuite, sur le site, effectivement, on a des use cases de nos clients, notamment Wolverine, qui est un groupe américain qui regroupe des marques de chaussures, qui, en utilisant nos données sur l'élaboration de produits, ont augmenté leur sales ROI et ont permis l'optimisation des ventes de ce produit spécifique qui était pas forcément leur star de collection, mais qui, grâce à un choix de couleurs qui mélangeait des panels, des panels tests de consommateurs traditionnels et nous, nos prédictions sur ces couleurs spécifiques, en croisant leurs données, je dirais, traditionnelles et les nôtres, ils ont réussi le tour de main d'un produit qui a été vendu en totalité, sans destock, sans leftovers, sans rien. Bon, un grand merci. Super, Thibaut, on a mis le lien dans le chat. tu m'aides à me faire le timekeeper, mais je crois qu'on a évidemment, comme ça nous passionne, on passe trop de temps, c'est normal. Donc, prévoyez un petit quart d'heure de plus si vous pouvez, parce que voilà, on a déjà dépassé. Julie, est-ce que je passe la parole à Jean-Baptiste ou est-ce qu'il y a un truc vraiment hyper important que tu dois nous dire maintenant? Non, je vais juste, comme ça paraît très abstrait et qu'on s'était promis d'être concret, je voulais juste passer vite fait sur nos usages. À quel moment on peut utiliser cette donnée. Donc, pour justement rappeler aux gens que c'est un moyen de collaboration aussi, d'utiliser les mêmes données, les mêmes métriques, parce qu'en tant qu'ancienne designer, je me souviens qu'on se heurtait souvent à des données de vente passée ou des choses qui étaient forcément moins ou peu entendables pour faire des choix de développement. Et donc, nous, on intervient au niveau du collection brief, au moment justement de l'élaboration de produits, de la prise de décision, de couleurs, de formes, de détails, de print, de matière. On intervient, on aide les merchandisers aussi au moment du planning de collection, quand il s'agit de définir le nombre de SKU et de ce qu'on va lancer en production. Certains de nos clients nous utilisent pour les buy-in sessions, pour être sûr qu'on a la bonne allocation, des bonnes ressources sur la bonne géographie en bon nombre, pour éviter, je dis n'importe quoi et très vite, mais d'envoyer 150 000 unités de t-shirts verts en Chine alors que les Chinois en ce moment sont sur le violet. C'est très cliché, mais on est parfois sur ce type de questions. Et ensuite, sur la partie plus fin de la chaîne de valeur, vente, retail, on intervient sur la mise en avant des produits et l'optimisation de la visualisation des produits pour être sûr que, par exemple, si vous êtes une marque globalisée, vous puissiez avoir des stratégies de communication, de visuel merch, de marketing qui soient adaptées à votre audience en fonction de la géographie sur laquelle vous opériez ou en fonction des tendances actuelles du marché. Typiquement, je reprends l'exemple qui a été notre grand souci ces derniers mois. Est-ce que c'est judicieux de faire du green screen en plein Ramadan dans le Middle East et en même temps à New York et en même temps à Shanghai? Ou alors tout simplement, est-ce que ça correspond à mon ADN de marque et comment, en respectant mon ADN de marque, je peux pousser ce qui est entre guillemets attendu par mes clients? Voilà. Un immense merci, Julie. On va maintenant passer la parole à Enguerrand. Et j'ai peut-être un indice pourquoi tu as choisi le vert ce matin, donc je suis content. Merci. C'est accessoirement ma couleur préférée. Ah, aussi. C'est la couleur de l'espérance. Donc, voilà. Enguerrand, le floor est à toi, si je peux me permettre cette image. Merci. Du coup, vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, on voit bien. Il y a marqué mercredi 29 juin 2022. C'est le bon jour. C'est le bonjour, on est bon. Alors, du coup, voilà, moi j'ai fait un peu le pendant de Julie aussi, sachant que pour le coup, je suis statisticien, donc mais je suis complètement d'accord avec ce que tu disais sur l'importance de l'expertise de la mode, et nous, on a la chance d'avoir des profils comme ça en interne aussi, donc voilà, ça m'a amusé tout à l'heure. Donc, Galeries Lafayette, nous, on a commencé à travailler sur la data de manière un peu sérieuse, on va dire. Enfin, ça fait longtemps qu'on fait de l'analyse de données, depuis
on va dire, les années 2000, début des années 2010. Mais on commence à faire du big data et à avoir vraiment une solution de cloud avec la plateforme Google depuis 2017-2018. Et on a intégré pas mal de données dedans, à la fois des données financières, mais aussi des verbatim, nos données clients, données marchandises, un peu tout ce qu'on voyait tout à l'heure, en fait, données de navigation web. On a beaucoup d'open data, en particulier des données INSEE, mais aussi des données de tendance de marché qui nous viennent de différents outils. À partir de ces données-là, on conçoit des algorithmes, donc des segmentations clients qui vont beaucoup nourrir le marketing, mais aussi le merch, les achats, différents métiers, et pas mal d'algorithmes d'intelligence artificielle qu'on a développés qui nous permettent de nourrir à la fois des algorithmes de recommandation qu'on développe en interne. On fait le choix de développer des algorithmes quand on sait qu'on a une vraie puissance de marché sur cet algorithme versus acheter une solution toute prête qui nous dit quel est le top 5 des produits les plus achetés par nos clients. Mais si on pense vraiment que nos équipes de data science et de machine learning ont développé quelque chose d'unique, alors là, on le met en production et là, on l'intègre à notre site et à nos différents outils de recommandation. On nourrit des API aussi. Donc, API, c'est tout ce qui est mise à disposition de données pour une application, par exemple, pour une fiche client sur le site ou en magasin. Et évidemment, on participe à tout ce qui est aussi anonymisation des données, puisque dans le RGPD, il y a un principe de minimisation de la donnée. Donc, au-delà de 5 ans, on doit supprimer toutes les données de nos clients inactifs. Et c'est aussi une mission, on en parlait tout à l'heure, mais qu'il faut garder en tête, qui est sécuriser les données de nos clients, faire en sorte d'avoir la bonne durée de vie. Et ce n'est pas le truc le plus sexy, on va dire, par rapport à tout ce qu'on a parlé avant, mais ça a énormément de valeur par rapport à la protection de la donnée et la protection de tout ce pourquoi nos consommateurs nous font confiance aussi. Ils acceptent qu'on collecte les données parce qu'avec la RGPD, ils nous font confiance. Et derrière, on nourrit des outils de visualisation de données, donc Google Data Studio, dont je crois qu'on va reparler, et MicroStrategy, qui est un des leaders du marché sur tout ce qui est visualisation de la donnée, avec des acteurs comme Microsoft Power BI ou d'autres. MicroStrategy, c'est un outil d'entreprise. Et derrière, on va nourrir pas mal de partenaires avec qui on travaille. Tiny Clues, qui fait de la segmentation très spécifique de clients pour leur envoyer des offres et du contenu particulier. Adobe Campaign, qui est notre outil de CRM. La Google Marketing Platform pour tout ce qui est cibler les bons clients et faire leur envoyer les bons produits sur Google, Facebook, Criteo. Donc voilà, pas mal de services marketing qu'on nourrit aussi. Et tout ça, ça représente 15 millions de clients, 3000 marques, 60 magasins, et on traite environ 7 pétaoctets de données par an. Donc, dit comme ça, ce n'est pas hyper parlant. Il faut imaginer que c'est 95 films de 2 heures par jour chaque année qu'on traite. Voilà, c'est à peu près le même volume de données équivalent avec plusieurs types de données, des données tabulaires, des données textuelles, enfin voilà. Pas mal de volume et un sacré terrain de jeu pour nos équipes data. Et tout ça, pourquoi? Je parlais de prendre des décisions. Et du coup, nous, un des gros travaux de notre Chief Data Officer, c'est de construire une roadmap data qui est ambitieuse et qui va soutenir les 2 grands piliers de notre activité, donc la rentabilité et l'expérience client. On s'est donné pour objectif de permettre à l'ensemble de l'entreprise de prendre des décisions basées sur la donnée. Donc, il faut que n'importe quelle personne qui en a besoin, et ce n'est pas toujours tout le monde, je pense que parfois, l'expérience, la créativité, c'est un levier aussi. Et il faut savoir se dire, là, je n'ai pas besoin de données. Et nous, c'est un gros travail d'évangélisation qu'on fait aujourd'hui où on a des gens qui sont devenus extrêmement consommateurs de données. Et parfois, on leur dit, non, mais tu t'auras beau croiser toutes les analyses que tu veux. À un moment, il va falloir que tu te fasses confiance, que tu fasses confiance à ton gut feeling. Et c'est aussi important que la donnée, finalement. Préserver la marge de l'entreprise en délivrant chaque produit au bon moment, au bon endroit, au bon prix, au bon client. Créer une expérience de client individualisée pour que chacun de nos clients reçoive des communications qui leur correspondent, avec forcément le bon canal, le bon moment, le bon message. Donc à chaque fois, il y a cette notion de filtrer et d'aller chercher, c'est ce que nous permet l'intelligence artificielle, puisqu'elle automatise beaucoup de choses, c'est prendre énormément de décisions, parfois des millions de décisions. On a 15 millions de clients, donc potentiellement on pourrait prendre 15 millions de décisions. Et c'est là où les algorithmes deviennent vraiment intéressants parce qu'un humain ne peut pas prendre 15 millions de décisions, ou même si on fait 300 segments, on ne peut pas imaginer des personnes qui réfléchiraient à 300 offres différentes ou des choses comme ça. Et ça, c'est ce que nos algorithmes nous permettent. Et améliorer la connaissance de nos clients. Pour nous, c'est fondamental parce que bien connaître son client, c'est bien le servir et c'est un pilier énorme de ce que c'est qu'être un grand magasin. Et du coup, en ayant une vision omnicanal, on a nos 60 magasins et on a notre site qui fait plusieurs millions de visites par mois, une information qui est pertinente et concise.
C'est-à-dire savoir que mon client a acheté tel et tel produit et que ce jour-là, il faisait 30 degrés et que l'âge du capitaine, c'est 34 ans, parfois, je m'en fiche complètement. Donc, être capable de le faire en quelques insights, en quelques retours stratégiques, c'est aussi une des grandes missions de notre équipe data et quelque chose dont on est fier. Et tout ça, ça nous a permis de construire une offre que là, on va lancer en soft bêta cet été et qui sera disponible très bientôt, qui est une offre qu'on va mettre à destination de nos marques partenaires. Donc, si par hasard vous vendez déjà des produits au Galeries Lafayette, vous pourrez être concerné. L'idée, en fait, c'est toute cette connaissance data, tout ce que j'ai présenté avant, le mettre au service de nos partenaires dans une vraie relation de partenariat pour aller chercher ces audiences qu'on cible par les galeries, ces 15 millions, cette manne de clients. Et du coup, pour à la fois piloter mon quotidien et avec une promesse qui est très forte, c'est en fait, je veux passer d'une maille stratégique, donc vraiment mes grands ensembles pour les marques, pour les holdings qui gèrent plusieurs marques, pour avoir vraiment une vision vue d'avion et descendre jusqu'à ma maille tactique et savoir que ce produit que j'ai lancé tel jour, sur les 15 premiers jours au Galeries Lafayette, il a fait tel et tel résultat en ligne, en physique, et que ma campagne marketing, elle a généré tant de ROI supplémentaires sur cette campagne. Et derrière, pouvoir visualiser mon utilisateur, les gens qui achètent, donc ça, forcément, comprendre leur profil. Ceux qui n'achètent pas, ils ont exactement le même profil que les produits que moi, je vends. Ils vendent exactement les mêmes gammes, mais ils ne viennent pas chez moi. Pourquoi ? Et mon consommateur qui n'achète plus, soit il a complètement changé de gamme, il a acheté chez moi et je suis Ralph Lauren, voilà, j'ai une certaine gamme de prix. Maintenant, il a une super promotion, il achète chez Gucci. Bon, je ne vais peut-être pas forcément aller chercher ce client-là. Par contre, s'il continue à acheter des produits qui sont très similaires à ce que moi je propose, les mêmes couleurs, les mêmes formes et tout ça, pourquoi il ne le fait plus chez moi ? Et ça, c'est vraiment des choses qu'on va essayer de creuser avec nos partenaires et voilà, pour essayer de prendre des décisions et de comprendre vraiment comment améliorer ma part de marché. Et d'ailleurs, deux choses qui arriveront un peu plus tard, du révélateur de tendance. Donc là où Euritech, c'est de la prédiction de tendance, nous, c'est plutôt comment ça s'est passé concrètement dans les ventes Galeries Lafayette. Et derrière, le plan de collection. Donc, on sait que la mode responsable est de plus en plus important et c'est un de nos piliers au Galeries Lafayette. Et un sujet qui a été remonté par pas mal de partenaires, c'est celui de quelle part de mon offre je dois proposer en permanent et quelle part je dois proposer en saisonnier, puisque plus je propose de permanent et mieux je vais pouvoir gérer ma chaîne de valeur, moins je vais générer de vieux stocks ou de stocks morts et du coup, plus je vais pouvoir créer un cycle vertueux. Donc, tous ces cas d'usage-là ont été créés en collaboration avec certains de nos partenaires via des interviews. On a fait une 30aine d'interviews et voilà, l'idée, c'est vraiment, aujourd'hui, Galeries Lafayette, on se lance dans un nouveau type d'activité qui est soutenu par la donnée. Donc là, on est vraiment un peu au Graal de ce qu'on cherche à atteindre avec la donnée, c'est véritablement transformer le business model et aller chercher de nouvelles opportunités de croissance en passant par la donnée. Moi, je m'en permets de rebondir peut-être là-dessus. Je te repasse la parole, Enguerrand. Moi, j'ai trouvé ça assez génial, la préparation de notre rendez-vous, parce qu'en fait, il y a pas mal de sujets. On avait depuis 10-15 ans les cartons et on voit qu'ils commencent à sortir. Et vous l'avez compris, ça a été dit par Enguerrand. Ce qui est intéressant aussi, c'est la complémentarité dans la chaîne de valeur entre les acteurs que vous avez autour de l'écran aujourd'hui. Avec Euritech, vous regardez dans le futur. Et avec Galeries Lafayette, vous regardez dans le présent, ce qui est utile aussi. Ça permet aussi d'avoir les pieds sur terre. Et ce que j'ai trouvé extrêmement pertinent, et je le reformule, je le redis, c'est n'hésitez pas, si vous avez la chance d'être déjà embordé aux Galeries Lafayette, dites-le nous, regardez, puisqu'on est encore dans une phase de déploiement. Ça, je pense que ce serait bien que tu nous dises un mot. Où est-ce que vous en êtes, avec qui vous avez commencé? Vous pouvez emborder un peu plus de gens dans vos analyses. Et l'idée, c'est aussi une acculturation accélérée, c'est-à-dire que c'est aussi, on travaille avec des gens qui ont déjà fait le taf, comme les galeries, que vous allez pouvoir un peu voir les outputs, qu'est-ce que vous allez pouvoir gagner, et ça peut vous permettre de rentrer d'avoir envie de dérouler la pelote. C'est terrible, il est déjà -5, donc on en a au moins jusqu'à 30, je vous préviens tout le monde, donc on va avoir une bonne demi-heure encore de séminaire devant nous. Donc, désolé pour ceux qui partent, parce qu'on enregistre, donc vous pourrez consulter la partie que vous avez ratée. Mais voilà, je te laisse peut-être, Enguerrand, conclure tranquillement ou dire tout ce que tu as à nous dire et après, je passerai la parole à Jean-Baptiste. Yes.
Du coup, voilà le produit. Donc, vous le découvrez en avant-première. On va communiquer dans pas trop longtemps, mais là, vous avez voilà, l'opportunité et la chance de le voir avant tout le monde. Donc, ce produit qui s'appellera Tailored Insights, qui va être disponible en version vraiment utilisable dès septembre 2022, pas avec toutes les fonctionnalités, plutôt avec déjà cette maille de pilotage stratégique et tactique, et derrière, probablement avec pas mal de choses autour de la connaissance utilisateur, et tout ce qui est révélateur de tendance et plan de collection arriveront un petit peu plus tard, courant fin 2022, début 2023. L'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme itérative, et à partir du moment où vous souscrivez à la plateforme, en fait, chaque nouvelle fonctionnalité, vous y aurez accès, vous pourrez les tester et nous faire des retours. Et du coup, aujourd'hui, là, à partir de début juillet, on va commencer avec quelques marques qu'on a eues en interview. Pour la bêta, c'était un peu important de travailler avec des gens qu'on avait déjà rencontrés. Et voilà, à partir de septembre, on va pouvoir commencer à discuter avec l'ensemble du marché et vous allez très rapidement entendre de nouveau parler. Donc voilà, et puis après, on avait des petites études de cas. Je passais rapidement dessus. L'idée, c'était de montrer un petit peu des choses que nous, on a faites aussi aux galeries. Et comment est-ce que la donnée peut appuyer la stratégie marketing. Donc, comment est-ce qu'on peut détecter les clients qui présentent certaines caractéristiques qui sont importantes pour l'entreprise, un client qui risque de s'attritionner, un potentiel sur un nouveau secteur, puisque nous, on est multi-secteur, multi-univers, la valeur de client de long terme, ce qu'on appelle la LTV. RFM, c'est la valeur client aujourd'hui, en gros, récence, fréquence et montant, ou le potentiel d'omnicanalité. Donc, est-ce qu'un client a des chances de devenir un client omnicanal et donc d'avoir plus de valeur. Et l'idée, c'est que pour appuyer tout ça, nous, on a construit des algorithmes maison, comme j'expliquais, avec un fonctionnement dit de CDP, donc encore un terme un peu barbare, mais en gros, c'est juste une plateforme de données orientée client, Customer Data Platform, et qui permet de faire des campagnes CRM ciblées, d'avoir des stratégies business qui soient orientées sur le client, faire des investissements en SIA, donc tout ce qui est optimisation des moteurs de recherche payantes, en les ciblant sur certaines caractéristiques et certains types de profils, et inspirer les équipes de communication ou faire des campagnes de publicité targetées. Donc ça, c'était le premier exemple. Et le deuxième, c'est le pilotage de l'écoulement, donc pour un truc un peu plus logistique. Guérand, vas-y, hein, de toute façon, c'est enregistré. Donc, Yes. présente tout le truc. Tu vois, c'est dommage de rater la saveur de ce que tu nous avais préparé, présenté. Puis, Jean-Baptiste, il y aura peut-être un peu plus de gens en enregistrement, mais voilà, quoi. Tu vois, Yes, de toute façon, ça, c'est ma dernière slide. Donc voilà, mais l'idée derrière, c'est vraiment de montrer des cas un peu concrets et donc mieux contrôler l'écoulement et la marge de nos produits pour pouvoir, pour chaque référence, détecter le meilleur taux de promotion. Parce qu'on le sait, finalement, quand on choisit de faire des promotions sur un produit, souvent c'est pour l'écouler, mais en fait, l'écouler, c'est vraiment la dernière chose qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est quand même préserver notre marge. Et si vraiment on n'a plus aucun choix et qu'on a un risque que le produit parte en stock mort, il faut l'écouler. Et donc, on a essayé de suivre toutes les contraintes métiers, donc avoir des taux de promotion croissants, pouvoir modifier à la main certains taux de promotion, pouvoir rajouter des contraintes sur les taux de promotion. Et la solution, ça a été un algorithme d'optimisation des promotions, donc pouvoir déterminer pour chaque produit et chaque taux de promotion une accélération des ventes. Donc, en gros, quand je lui mets un taux de promo versus en solde, par exemple, versus une période où il n'y avait pas de promo, à quel point on va vendre plus d'items de ce produit-là. Rechercher automatiquement la meilleure combinaison des taux de promotion pour l'ensemble des produits. Et derrière, on a créé, c'était ça qui était intéressant aussi dans le cadre de ce webinaire, avec un partenaire, un outil de data visualisation qui permet de modifier à la main les taux de promotion. Donc, si un de nos gestionnaires se dit, OK, l'algorithme me dit que ça, je vais le mettre à moins 70%, cette marinière, je vais la mettre à moins 70%. Moi, je suis sûr qu'elle va se vendre à moins 30%. Et du coup, on peut remodifier à la main et l'algorithme va recalculer l'impact sur la marge et le chiffre d'affaires de cette modification. Et on va pouvoir jouer différents scénarios de promotion en fonction de est-ce que vraiment je veux préserver ma marge et je sais que de toute façon, mes stocks, je saurais quoi en faire derrière et comment les écouler. Ou est-ce que je suis obligé de les écouler dès maintenant parce que sinon je vais les perdre. Et du coup, je vais avoir tendance à plus pousser le taux de promotion que je propose. Donc voilà, c'est ce genre de sujet un petit peu où le fait de coordonner toute la donnée est important. Et derrière, le fait de bien comprendre l'approche métier et comment ça va être utilisé, et le fait par exemple qu'il y a des contraintes et qu'on ne peut pas mettre un produit à moins 100% ou des choses comme ça, ça l'algorithme ne peut pas le savoir. Ça, le data scientist à qui on ne l'a pas dit ne peut pas le savoir non plus. Et c'est là où la collaboration et la coopération entre des équipes métiers et des profils data est d'autant plus importante et d'autant plus riche pour arriver à ces objectifs de rentabilité et de préservation des grands équilibres financiers. Voilà.
Un grand merci, Enguerrand. Avant de passer la parole à Jean-Baptiste, peut-être 2 points. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, donc, moi, je suis une marque, je vais bosser avec les Galeries Lafayette. C'est-à-dire, quelle interface, quelle info j'aurai sur mes produits? Et deuxièmement, à ton avis, dans la relation commerciale que tu as avec les gens que vous distribuez, est-ce qu'eux ont besoin d'avoir des profils tech ou au fond, toi, tu fais le boulot à leur place? Je caricature un peu, mais tu as un peu compris l'esprit. Mm. Alors, dans les données qui vont pouvoir être visibles, ça va être des données à la maille EN, donc à la maille code barre pour l'ensemble des produits qu'on vend, attendu qu'on ait bien le référentiel, puisque selon le type de vente qu'on fait pour les marques, selon si on distribue nous directement ou si c'est des forces de vente de la marque qui distribuent chez nous, on n'a pas la même visibilité sur la donnée. Et du coup, parfois, et ça va répondre à ta deuxième question, parfois ça nous demandera d'avoir des techs en face pour tout ce qui est setup de la plateforme, pour bien comprendre les nomenclatures produits ou des choses comme ça, quand ce n'est pas nous qui sommes repassés par là, qui avons acheté la marchandise et du coup qui avons créé nos propres référentiels. Donc dans ce cas-là, ce sera vraiment des techs en face, mais vraiment pour une partie plutôt data management, donc voilà, comment on gère le cycle de vie de la donnée, comment on gère sa qualité, comment on gère les informations qu'on sort. Et par contre, quand on rentre vraiment sur de l'analyse, nous, l'objectif, c'est d'être le plus clé en main possible, donc de vous donner une première vision de cette plateforme avec plein de KPI, plein d'informations sur vos ventes, vos taux de retour, taux de conversion sur les différentes pages, quel est le profil de vos clients, son âge, où est-ce qu'il achète, où est-ce qu'il se fait livrer, enfin pas mal d'informations comme ça, un peu en self-service. Donc, je veux telle vise et telle vise, mais pas celle-là. Je veux tel KPI. Et moi, en fait, le taux de retour, je m'en fiche. Je ne sais pas comment l'utiliser, donc je ne l'affiche pas. Et avoir la vision la plus synthétique possible et la plus précise pour piloter ma marque. Et l'idée, c'est d'ailleurs d'avoir un petit bouton ou une petite opportunité de chat pour se dire « Ah, je viens de voir ce truc-là, ça m'étonne. Je n'ai pas forcément les ressources aujourd'hui en interne ou le temps où je passe… Enfin, je n'ai pas forcément une agence pour m'accompagner. Est-ce que côté galerie, vous pouvez m'accompagner? Et nous, on a des équipes qui sont formées à la fois côté data, mais aussi directement côté achat. Et on a cette chance-là, en fait, d'avoir des acheteurs qui ont une compréhension de plus en plus forte de la donnée et qui pourront accompagner nos partenaires aussi, creuser la donnée pour potentiellement sortir de nouvelles analyses en ad hoc pour appuyer telle ou telle conclusion et du coup, derrière, vous accompagner dans toute la chaîne. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre à tous les profils. On sait qu'aujourd'hui, il y a des marques qui deviennent très, très, très matures, qui ont leur propre data lake, qui voudraient même partager de la donnée de manière sécurisée sur des plateformes tierces, faire des ciblages marketing croisés ou des choses comme ça. Il y a des marques qui se lancent et qui ont très peu de profils data, voire pas du tout. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir commencer à prendre des décisions et pouvoir commencer à aller chercher de la valeur commune, puisque si une marque fait plus de chiffre d'affaires chez nous, nous aussi, donc c'est un cercle vertueux. Et du coup, avoir vraiment cette relation où on peut regarder ensemble, on peut se poser à côté. Et vraiment, sur les premiers mois de la sortie du produit, où on aura cette capacité à aborder peu de marques et donc à avoir un service hyper personnalisé, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir regarder ensemble, pouvoir se partager notre écran ou se voir et se dire « Ah, ok, moi, j'ai observé ça. Ah, mais c'est logique, on vient de changer complètement notre structure et notre stratégie marketing. Donc, c'est logique qu'on ne cible plus du tout les 15-35 ans. Ah, d'accord. » Et du coup, d'enrichir les analyses comme ça en croisée avec nos partenaires. C'est vraiment l'objectif. C'est vraiment hyper intéressant. Avant de passer la parole à Jean-Baptiste, Julie, Jean-Baptiste, vous avez un rebond que vous voulez faire sur ce que vient de nous raconter Enguerrand. Julie? Moi, je suis hyper enthousiaste. C'est bizarre de dire ça parce que je ne fais pas du tout partie du projet, mais je trouve ça hyper intéressant et je pense que c'est sincèrement ce qui peut manquer à certaines marques aujourd'hui. Et l'idée que vous les preniez entre guillemets par la main et que vous les ameniez à ça, je trouve que c'est une excellente stratégie. Comme tu le disais, c'est du win-win parce qu'elles augmentent leur sales through et vos revenus, donc c'est parfait. Et je te rejoins à nouveau, mais on va peut-être arrêter de dire qu'on est tout le temps d'accord parce que c'est stupide. Mais un peu pensée unique, hein. On fait un peu ambiance métaverse, méta là, un peu. Non, mais sur la collaboration des métiers, c'est vrai que oui, on va avoir des métiers de plus en plus hybrides, mais ça nécessite que les gens aient une plasticité intellectuelle assez développée pour comprendre le métier de l'un et comprendre le métier de l'autre et être en mesure de facto de développer
soit des indices qui sont pertinents, soit des méthodologies qui sont pertinentes et qu'on puisse travailler en bonne intelligence parce que ça ne servira à rien, entre guillemets, de mettre un statisticien ou un data scientist dans une équipe créa sans qu'il ait le mindset pour comprendre les enjeux métiers et les limites de certaines de ces propositions potentielles. Et inversement, on peut aussi enseigner aux créatifs que ce n'est pas la chaise gardée de certains types de profils, mais qui peuvent eux-mêmes être acteurs de leur choix, de baquer leurs intuitions, de laisser aussi de la place à la pure créativité, arrêter de toujours se demander ce que dit la donnée pour faire un pas en avant ou un pas de côté. Et ça, je suis hyper alignée avec ça. Et c'est quelque chose qu'on rappelle souvent à nos clients aussi, c'est qu'à un moment, on n'a pas de boule magique et on n'est pas là pour décider à leur place ni prendre le lead sur leur identité de marque, leur assortiment produit. On peut les guider, les orienter, un peu comme un enfant qui a commencé à marcher et qu'on ne voudrait pas voir tomber d'un côté ou de l'autre. Mais à la fin de la journée, on pourra leur faire toutes les prédictions ou même juste les états de marché actuels qu'on voudra. S'ils n'ont pas de vision et pas d'envie claire sur ce qu'ils veulent faire de leur marque, c'est vain. Ouais. Pour rebondir et passer la parole à Jean-Baptiste sur ce commentaire sur ce qu'a dit Enguerrand et en retour, je jette un peu une bouteille à la mer. C'est vrai que ça, c'est évidemment un workshop qui est assez introductif, puisqu'on définit un peu l'état de l'art et ce sur quoi nous, on est en train de penser, réfléchir en tant que professionnels de cette activité. Mais ce serait hyper style si on avait une marque ou des marques partenaires, peut-être dans l'assistance, ce serait encore mieux, mais qui travaillent avec les galeries, qui ont envie de travailler avec Julie, et qu'on puisse regarder un peu en prospective ce que ça a donné, et ensuite en magasin ce que ça a donné. Ça serait hyper intéressant pour tout le monde. Enfin voilà, j'ai envoyé la bouteille à la mer, donc si vous voulez nous le dire en chat, en réponse, en email ou dans les études de satisfaction que je pense on va vous envoyer, évidemment, ça nous intéresserait beaucoup. Jean-Baptiste, à toi. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Enguerrand, effectivement, c'est une mine d'informations énorme, riche en enseignements. Bravo aux Galeries Lafayette d'avoir monté cet outil parce qu'on voit qu'il y a quand même une structure technique qui est quand même assez élaborée et que peut-être seule Galeries Lafayette pouvait mettre en œuvre au service de tous ses clients et toutes ses marques. Et effectivement, redire que bravo pour la co-construction au service d'autrui. C'est vraiment un cycle win-win et que pour rejoindre ce qu'a dit Julie, effectivement, rien n'empêche de tester pour voir si ça fonctionne ou pas. Et moi, je voulais vous parler, donc je vais essayer de faire vite et d'être efficace, de choses très, très opérationnelles concernant la mesure digitale. J'imagine que tout le monde a un site web ou au moins une page Instagram, Facebook. Et quelles sont les choses facilement qu'on peut facilement mettre en place en interne sans être trop tech et sans que ce soit très, très cher. Alors, peut-être juste pour rappeler un petit peu en amont la mesure digitale. Là, on est capable de mesurer l'intégralité des devices en France. Donc, c'est des laptops, des smartphones, des desktops, de l'IoT, tout ce qui va être panneau numérique dans la rue. Donc, on a un panel de mesures qui est énorme. Plus le panel de mesures est important, plus la décision qu'on va prendre par rapport à ce volume de données va être grande. Ça, c'est la première information à savoir. Et dans la mesure digitale, on distingue deux parties. La mesure qui se passe sur notre site. Les visiteurs, une fois qu'ils sont venus sur notre site, qu'est-ce qu'ils font? Ça, on appelle ça du site-centric. Et puis, avant de venir sur notre site ou sur notre application mobile ou sur notre page Facebook, les utilisateurs, ils sont en dehors de notre site. Ils sont soit sur les réseaux sociaux organiques, soit ils arrivent sur notre site via la publicité en ligne ou alors via le référencement organique. Et ça, cette partie de la mesure, on l'appelle la partie ad-centric. Il y a deux finalités qui sont très importantes dans la mesure. On ne mesure pas juste pour se faire plaisir et faire style qu'on est très techos. On mesure tout ce qui se passe d'un côté publicitaire pour améliorer la qualité de mon trafic entrant. Ça ne sert à rien, j'enfonce des portes ouvertes, mais ça ne sert à rien de faire venir 1000 personnes sur notre site si personne n'est intéressé par notre produit. Donc, la partie publicitaire organique, tous vos posts sur les réseaux sociaux, ils sont là pour générer du trafic de qualité sur vos sites web. Et puis, une fois que notre utilisateur il est arrivé sur le site web, il y a la mesure du site web qui va être là pour vérifier que l'expérience utilisateur elle est bonne.
Si j'amène 1000 personnes hyper intéressées par mon produit sur mon site, mais que personne ne sait comment se servir de mon site parce que mes boutons, on ne les voit pas, mon site, il est trop long à charger, mon pricing, il est mauvais, ma sémantique n'est pas la bonne, malheureusement, personne ne va acheter. Donc, la mesure, elle a cette finalité, à la fois d'améliorer la qualité du trafic entrant sur votre site web et en même temps de mesurer et d'améliorer l'expertise utilisateur. La mesure qu'on appelle le tracking, elle n'a d'intérêt que si en amont, et c'est ça le plus compliqué, j'ai défini des objectifs. J'ai défini des objectifs. Pourquoi je fais un post? Pourquoi je fais une campagne publicitaire? Pourquoi je fais une offre promotionnelle? Quel est l'objectif de mes actions digitales? Il faut aussi absolument que la mesure elle soit fiable et pertinente parce que si je mesure des choux et des carottes, je vais avoir du mal à en prendre des bonnes décisions. Si ce matin, j'avais regardé la météo du 12 décembre pour m'habiller, a priori, j'aurais fait une petite erreur de style. Et effectivement, la mesure, elle est utile que si je n'en prends des décisions à partir d'un chiffre et que si j'observe si la décision que j'ai prise est pertinente, est efficace pour mon business ou au contraire, m'éloigne de mes objectifs. Alors, la vraie question à se poser, c'est en amont, et on n'a jamais le temps de le faire, malheureusement, mais quels sont mes objectifs? Alors, je vous ai fait des choses très, très simples, mais aussi pour marquer les esprits. Donc, par exemple, si je fais de l'image ou de la notoriété via mes posts, via mes campagnes d'emailing, de prospection ou mes campagnes publicitaires sur Google Ads, Facebook Ads, Insta Ads, mon objectif, c'est de toucher le maximum de personnes différentes sur mes cibles. Il ne faut pas que je me trompe d'objectif. Et puis, si je fais de la vente en ligne, mon objectif digital, c'est de générer un maximum de transactions avec un panier élevé, une fréquence d'achat de plus en plus forte. Il ne faut pas oublier que la collecte de la donnée, elle me permet aussi d'enrichir la connaissance de mes clients et de mieux connaître mes audiences. Je vais pouvoir, grâce à tous ces enseignements, mieux segmenter mes populations entre mes serial shoppers, mes ambassadeurs, les personnes qui n'achètent qu'une fois et éventuellement aussi travailler la valeur vie de mes clients. Ça, c'est vraiment la finalité de la mesure. Donc, une fois que j'ai défini mon objectif, je vais pouvoir, au milieu de tous les indicateurs digitaux qui sont disponibles, sélectionner ceux qui vont me permettre de savoir si j'ai atteint mon objectif ou pas. Donc, dans la démarche, 1, je définis mes objectifs et 2, je sélectionne les indicateurs que je vais suivre et qui vont me dire si j'ai atteint ou pas mon objectif. Donc, si je fais de l'image ou de la notoriété, j'ai déjà plein d'indicateurs qui sont disponibles, comme le nombre d'abonnés, le nombre d'interactions, le nombre de visiteurs sur mon site, le taux d'ouverture de mes emails, etc., etc. Il y en a plein qui sont disponibles. Et puis, si je fais de la vente, ce n'est pas du tout les mêmes indicateurs. Je vais peut-être regarder plutôt le nombre de formulaires remplis, mon chiffre d'affaires, le panier moyen, mon taux de transformation, le nombre d'achats récurrents. Il ne faut jamais oublier, comme Enguerrand et Julie l'ont souligné, qu'on peut faire du prédictif, on peut s'appuyer sur des données qu'on maîtrise, qui sont présentes, mais on est toujours dans un cycle d'amélioration continue. Donc, on va créer des hypothèses en amont. Et si on envoyait une newsletter avec ce titre-là, est-ce que ça marche mieux que les précédents emailing que j'ai envoyés? Donc là, on est vraiment dans un cycle, un laboratoire d'amélioration continue pour tester. Le digital, c'est du temps réel. Donc, on est capable de tout faire et d'avoir des résultats qui sont immédiats, sachant qu'en plus, on a des environnements qui sont fluctuants et éventuellement des utilisateurs qui sont volatiles. Donc, c'est important de pouvoir tester, d'analyser et de faire le post-mortem du test, de l'hypothèse, de dire oui, c'est bon, donc je vais le généraliser à tout le monde, ou alors ça a raté, ce test a raté, donc je l'enlève de ma liste des hypothèses. Concernant les outils de mesure digitale, il y en a plein, il y en a beaucoup trop, et ça ne sert à rien de se lancer dans un équipement, outil, techno trop lourd. Donc, je vous ai fait une petite sélection parce que vous avez déjà
dans votre environnement de travail accès à plein de données, peut-être que vous sous-estimez. Votre première source de données, c'est votre CMS. Alors là, j'ai pris l'exemple Shopify, mais c'est la même chose dans WordPress, dans PrestaShop, dans Wix, si certains d'entre vous ont des sites qui sont faits sur Wix. J'ai déjà une interface avec des données qui vont répondre à typiquement des questions dont quels sont les sites qui me génèrent du trafic, d'où viennent mes visiteurs, de quel coin du monde ils viennent, quels sont les résultats de mes campagnes marketing en fonction de mes promos, de mes soldes, de mes défilés, etc. Et puis, quels sont les produits qui sont le plus achetés. Donc déjà, ça va vous donner des enseignements sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, et quelles sont les populations et les segments à toucher. Un deuxième outil, alors lui aussi, il est gratuit, je pense que vous le connaissez tous, on en parle pas mal en ce moment, c'est Google Analytics. Ça s'installe à peu près, entre guillemets, en 30 minutes. Un bon CTRL-C, CTRL-V pour la team PC et pour les Mac, c'est commande-C, commande-V. Pas besoin d'être un gros techos, un gros technique pour pouvoir l'installer. Et c'est un outil qui va facilement répondre aux questions de qui sont mes visiteurs, quel âge, quel sexe, quelle localisation, quel device, d'où ils viennent. Est-ce qu'ils viennent naturellement sur mon site parce qu'ils connaissent bien ma marque? Est-ce qu'ils utilisent les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils utilisent des moyens, des supports payants type Facebook Ads ou Google Ads? Ça va aussi répondre à la question comment consomme-t-il mon site? Quelles sont les pages qui sont vues? Donc, quelles sont les pages produits? Quels sont les produits les plus vus? Et puis, quels sont les boutons, les call to action qui ont été cliqués? Ça va m'aider à optimiser ma navigation, ce type d'information. Et puis, dernière question à laquelle Google Analytics répond, bien sûr, c'est quels sont les objectifs qui sont remplis sur mon site, que ce soit des inscriptions à newsletter ou bien sûr des achats. Autre outil intéressant et qui est gratuit, qui, pareil, 10 minutes d'installation grand maximum dans son CMS, c'est Hotjar. Hotjar qui va permettre en fait d'enregistrer de manière anonyme la navigation d'un utilisateur au hasard. Et vous allez pouvoir revoir la vidéo du surf d'un utilisateur au hasard. Parce qu'on a tendance toujours à faire un site selon ses propres critères et en se disant, tiens, je vais mettre une rubrique là, le call to action ici, et mon site, il va marcher. Mais vos visiteurs, ils ont d'autres avis et c'est toujours très intéressant, riche en enseignements, de voir comment un utilisateur lambda navigue sur notre site alors que nous, de notre côté, on a fait le meilleur site du monde selon les dires de tout le monde. Donc ça va nous expliquer cet outil, comment les utilisateurs se comportent sur le site, sur les pages, où est-ce qu'ils quittent, où est-ce qu'ils hésitent à trouver les boutons ou à cliquer sur les boutons. Et finalement, ça, c'est beaucoup d'enseignements en termes d'expérience utilisateur. Comment est utilisé notre site. Là, j'ai quand même sélectionné pour vous quelques plateformes qui sont payantes. Sendinblue, qui est une licorne française qui permet de faire de l'emailing, automatisé, où je vais pouvoir créer des scénarios hyper simples pour générer de l'email, créer des points de contact avec mes utilisateurs, que ce soit clients ou prospects, avec typiquement des messages de bienvenue, des messages d'anniversaire, des relances panier abandonné, un email post-achat pour justement récupérer la satisfaction de notre utilisateur, de notre acheteur. Donc tout ça, celui-là n'est pas gratuit, mais il reste très abordable. Autre outil, je pense que vous connaissez, pour faire de la publicité en ligne, forcément, c'est Google Ads pour toucher les internautes au moment où ils s'intéressent à vos produits. Ça vous permet de travailler la fin du tunnel de conversion et puis éventuellement un petit peu de travailler la notoriété. Et le format de vente de Google Ads est assez pratique pour les petites entreprises puisqu'on maîtrise totalement son investissement publicitaire. Je vais définir par jour combien d'argent, quel est l'investissement que je veux faire. Donc, bien sûr, sur ces plateformes-là, bien surveiller sa rentabilité, son retour sur investissement. Deuxième plateforme, forcément, que vous connaissez tous, c'est Facebook Ads. Facebook Ads qui est très appréciable pour sa capacité à cibler des populations précises. Je peux faire des segments, sociodémos,
géographiques, horaires, etc., etc. Ça me permet de toucher des milliers et des milliers de personnes. Et puis, dans la série Meta, Instagram que vous connaissez tous, et qui aussi me permet de travailler la notoriété essentiellement, mais de plus en plus aussi la génération de ventes directement soit sur Instagram, soit sur votre site. Dernier outil, alors désolé, les screens sont un peu plus bas, et là, on sort un petit peu du digital. C'est un outil qui s'appelle What the Shop. Je ne sais pas si certains connaissent. C'est un outil qui est dédié aux magasins et qui permet, c'est le Google Analytics des magasins physiques. C'est un outil, rien de technique non plus, il suffit d'une prise électrique, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de RJ45 pour les plus bricolos, pas besoin de Wi-Fi. C'est un outil qui va permettre de mesurer le trafic dans les magasins et autour des magasins. Vous allez avoir accès à plus de 50 indicateurs, le nombre de passants, le nombre de visiteurs, le taux de captation, le temps passé, les fréquences de visite, revoir les parcours de vos utilisateurs en magasin et aussi autour de votre magasin. Donc ça, la finalité, typiquement, parce qu'on parle d'actionnabilité de la data, c'est peut-être aussi mieux prévoir vos heures d'ouverture, staffer en fonction du passage en magasin. Et puis, pourquoi pas, si on se projette un petit peu, renégocier le prix de la location en fonction du passage qu'on vous a annoncé versus le passage réellement mesuré. Et le dernier outil, Enguerrand un petit peu parlé, c'était la data visualisation. C'est arriver à générer des rapports de données de manière automatique. Je sais que tout le monde est un grand fan d'Excel autour de sa table. Mais passer des heures à faire un tableau croisé dynamique ou aller chercher des stats pour remplir un Excel, malheureusement, ça n'a pas de valeur ajoutée. La vraie valeur ajoutée, c'est l'analyse statistique. Donc, l'idée, c'est de réduire le temps de fabrication d'un Excel pour le générer automatiquement et avec ce gain de temps, se libérer pour pouvoir analyser son rapport et en prendre des décisions. Et finalement, quel type de décision je prends, c'est quand même la finalité. Et par exemple, je suis présent sur les réseaux sociaux, je vais pouvoir tester différents contenus. Je vais pouvoir tester différentes tonalités. Je vais pouvoir tester différents moments pour publier et voir effectivement par rapport à mon audience, quel contenu, quelle tonalité, quels moments sont les plus efficaces. Si je fais de la pub digitale, que ce soit sur du Meta ou du Google Ads, je vais pouvoir tester différents messages. Je vais pouvoir tester différents ciblages, différentes pages d'arrivée pour voir effectivement lesquelles sont les plus efficaces. Et puis finalement, si j'ai uniquement un site web, je ne fais pas de réseaux sociaux et que je ne fais pas de campagne marketing payante, je vais pouvoir tester différents parcours, je vais pouvoir tester différents designs, différents sémantiques, différents boutons, histoire de voir comment augmenter mes taux de conversion si je vends sur le web. La question qui blesse, parce que la data, on aime bien, mais pas trop, quel temps à consacrer à la mesure? Alors, j'ai été sympa. Je me suis dit, si vous êtes solo, à grand maxima, je pense que c'est 1 heure par mois. Parce que l'idée, ce n'est pas de passer des heures à regarder de la data, mais c'est regarder de la data pour en prendre des décisions. Et si j'ai une entreprise avec peut-être un peu plus de personnes, sans avoir de personnes dédiées, je peux peut-être y consacrer 1 heure par semaine. Voilà, juste pour vous rappeler que vous avez déjà accès à une quantité d'infos et que vous n'en avez pas tous conscience. Et le plus important, c'est de se souvenir que la data, la mesure d'ailleurs, j'ai précisé digitale, mais elle n'est pas que digitale, mais la mesure, elle est transversale. On est dans des vies qui sont régies par les chiffres. Et la mesure, elle est vraiment au cœur du réacteur. Un grand merci, Jean-Baptiste, c'est extrêmement précis. Merci beaucoup pour toute la liste des exemples, des technos que tu nous as donnés. Pareil, nous, ça nous intéresse toujours de savoir si c'est des sujets sur lesquels vous aimeriez être un peu plus formés, être un peu plus abordés, etc. C'est aussi un travail de cartographie, un workshop comme celui-là. Je sais que Thibaut voulait nous parler 2 minutes de Décathlon et peut-être faire agir les intervenants sur ce point.
Jean-Baptiste, je te laisse peut-être conclure, nous dire les 2-3 trucs qui te paraissent importants de nous dire maintenant. Et puis voilà. Moi, je redis un peu de la méthode. C'est vraiment, quels sont mes objectifs? En deux, quelles mesures je vais regarder pour savoir si j'ai atteint ou pas mon objectif? Et la troisième chose qui me paraît importante, c'est de tester. On a beaucoup parlé de data, mais on a aussi parlé de créativité. Laissez parler votre créativité et testez votre créativité. La data, elle est aussi là pour justement valider ou non votre créativité. Ce n'est pas de vous dire que votre créativité est mauvaise, mais effectivement, c'est la confronter à votre panel de clients prospects. Nickel. Julie Enguerrand, peut-être, si vous voulez rebondir sur ce qu'a dit Jean-Baptiste. Moi, je trouve hyper important quand on a à disposition autant d'outils et c'est océanique quasiment de se poser. Je trouve très pertinent de rappeler l'interrogation sur ses besoins. Parce que notamment quand j'étais à Station F à Creative Valley, il y avait certaines personnes qui arrivaient avec des idées de boîtes, qui avaient toutes les bonnes pratiques et qui avaient en fait qui avaient envie de mettre en place des machines data analystes, qui étaient complètement surdimensionnées par rapport à leurs besoins réels. Et parfois, effectivement, commencer avec Google et juste mesurer le trafic de son site, ça suffit, pas besoin d'aller déjà sur des trucs très poussés parce que les gens se noient, se mettent se monte la tête avec ça. Et comme tu le rappelles très bien, Jean-Baptiste, c'est important de se souvenir de pourquoi on fait les choses et de se laisser du temps pour ce pourquoi on est réellement motivé et qui nous a poussé à monter un business. Et tout ça, ce ne sont que des outils qui nous permettent d'optimiser notre travail, mais qui ne doivent pas devenir notre travail à temps plein, surtout quand on est entrepreneur. Tout à fait. Enguerrand ? Je rejoins encore Julie, mais ouais, et nous, il y a une phrase qu'on répète de plus en plus à nos différents interlocuteurs et que je trouve fondamentale, c'est « pas de problème, pas de solution ». Ça ne sert à rien de dire on va mettre en place une solution, en fait, ça ne veut rien dire. Quel est le problème que je veux résoudre? Quel est le pain point? Quel est l'élément dans ma stratégie que je vais avoir besoin d'appuyer par de la data, que je vais avoir besoin d'appuyer par l'intelligence artificielle? Si la réponse à cette question, c'est que j'en ai pas besoin. Ou alors, un exercice qu'on aime bien faire aussi avec nos interlocuteurs, c'est « Ok, demain, on met ça en place, tu as tel outil, on te fait tel reporting, on te fait tel algorithme. Tu l'utilises comment ?» Et si la réponse, c'est « Ah, ben, je ne sais pas, en fait, je pense que ce sera trop et je ne vais pas pouvoir l'utiliser », ne le faisons pas, en fait. On a suffisamment de choses hyper intéressantes à faire dans nos métiers, on est suffisamment motivés au quotidien pour ne pas s'obliger à faire des choses sous prétexte que peut-être que ça peut apporter de la valeur ou peut-être que si je ne le fais pas, je pense qu'on mérite, dans ce domaine de la data, de plus en plus d'avoir une approche rationnelle et concrète et de se dire oui, il y a plein de promesses, plein de choses incroyables qu'on va faire, mais tout ce qu'on fait, c'est des optimisations à la marge. Et ce qui compte, c'est vraiment l'identité de ma marque, ma vision, mes objectifs, et derrière, appuyer mes décisions par la data, vraiment à la fin. Oui. Donc, en synthèse, la data, c'est le meilleur moyen de devenir fainéant de la bonne manière, en fait. C'est-à-dire de laisser la machine travailler pour l'homme. C'est un peu ce qu'on se disait en introduction, en préparant ce séminaire. Voilà. Donc, le méta-humain, c'est quelqu'un qui s'appuie sur la data pour en faire moins et plus efficacement. Voilà, un peu en synthèse. Mais je ne fais que retranscrire ce que nos 3 intervenants nous ont dit aujourd'hui. Thibaut, je crois que tu voulais nous dire 2 mots de Decathlon et ensuite, on va conclure ce séminaire. Tu es sur mute. Oui, du coup, concernant Decathlon, vous pourrez retrouver une étude de cas. Je vous conseille de la lire. Elle est quand même assez intéressante. C'est une interview du Chief Digital Officer de Decathlon qui a expliqué l'impact de la donnée en fait, sur l'organisation de l'entreprise. Donc, bien évidemment, ils se sont servis de la donnée pour 2 raisons principales. Qui est tout simplement déjà la personnalisation des offres, c'est-à-dire que du coup, quand le client va rentrer sur le site, toutes les informations qu'on va recueillir sur le client, que ce soit au niveau de COB, notamment COB sportif, va nous permettre déjà de personnaliser l'offre.
Mais surtout, le deuxième point essentiel qui est à retenir de cette interview, c'est l'impact de la donnée sur l'organisation logistique. Alors, Enguerrand, on a parlé, on a un peu parlé. Concernant la partie logistique, l'idée, c'est que bien évidemment, Decathlon a tellement de points de vente sur le territoire, mais que les ventes ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a certains points de vente où il va y avoir vraiment des tops en matière de produits, il va y avoir aussi des flops. Et l'objectif de Decathlon, c'était en matière de click and collect, ou même je dirais aussi en matière de vente en ligne, déjà de livrer rapidement, mais surtout aussi de réduire l'empreinte carbone. Dans tous les cas, tous les éléments seront sur cette étude de cas. Et ils ont mis en place, grâce à la data, toute une réorganisation de leurs entrepôts. C'est-à-dire qu'en fonction des ventes, ils vont réorganiser les entrepôts, que ce soit sur le plan local, que ce soit sur le plan régional, mais aussi sur les entrepôts qui sont dédiés un peu plus sur le e-commerce. Donc voilà, donc je vous invite à le lire. Je me permets, Yann, de reprendre vite fait la main, enfin, voilà, pour conclure et pour récapituler ce que l'on s'est dit avec avec nos intervenants. Donc, un petit rappel en matière de checklist concernant la collecte de la data. L'idée, c'est avant tout d'abord de bien connaître son audience, puis après de son produit. Après, bien évidemment, la collecte de data va vous permettre d'enrichir cette connaissance, de bien clarifier ses objectifs, de bien définir ses indicateurs clés de performance, avoir différents outils avoir un outil de collecte et de lecture de données. Donc, je pense que Jean-Baptiste vous a fait une belle présentation de certains produits. Il est important aussi de bien catégoriser les données. Enfin, voilà, pourquoi aujourd'hui ces données, quel objectif après par la suite. Respecter aussi la réglementation. Donc ça, je pense au fond qu'on ne le répétera jamais assez, mais voilà, c'est vous collectez de la donnée, mais vous êtes soumis dans tous les cas à une législation qui aide avant tout à prendre en compte. Et puis, bien évidemment, un petit rappel, je dirais, de ce qu'a dit Jean-Baptiste, c'est de tester et encore tester. C'est l'avantage aujourd'hui de cette data. Donc, quelques inspirations, quelques sources pour vous inspirer. Donc, je vous ai mis bien évidemment l'interview de Jérôme Dubreuil de Decathlon sur le site Alliancy. Vous pourrez retrouver par la suite l'étude de cas Euritech avec Wolverine dont Julie nous a parlé. Je vous conseille bien évidemment de vous renseigner auprès de la CNIL. Tarte au citron aussi, qui est très intéressant sur toutes les questions autour de la réglementation. Puis, d'un point de vue global, pour mes recherches, je dirais pour la donnée, pour donner une définition de la donnée, c'était GuessViews, voilà, qui propose des choses assez intéressantes. Donc, voilà. Ok, un immense merci à tous. Vraiment désolé d'avoir décalé, là, d'avoir pris une demi-heure de retard. On s'est laissé un peu embarquer par un sujet qu'on aime beaucoup, vous l'avez compris. C'est super d'avoir été avec nous. Vous avez accès donc aux références que vous a donné Thibaut. Nous, on va faire un petit post, je pense, sur les réseaux sociaux suite à cette petite intervention. Donc, n'hésitez pas à liker, surtout à nous donner vos commentaires. Et ça peut être aussi des commentaires pour reprendre contact avec l'un ou l'autre pour creuser ces sujets. Parce que là, nous, on bosse aussi sur la préparation de l'année prochaine. Donc, on a envie de sortir les thèmes qui vous plaisent, qui vous intéressent, nous dire aussi si tel ou tel intervenant, vous avez envie qu'il nous reparle d'un truc ou d'un autre. Voilà, donc ça nous permettra, avec nos amis de DefiMode, de penser à ce qui vous est utile. Un grand merci et très bon appétit. Très bonne fin de semaine et très bon appétit. Merci à tous. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Merci tout le monde. Et puis, bien évidemment, vous pourrez retrouver la présentation et vous pourrez retrouver le replay sur la chaîne YouTube du défi. Merci à vous. Bon appétit. Julie, merci, bonne journée. Ouais, Julie, Enguerrand, JB, on se retrouve sur notre meet pour faire le débrief. Le petit débrief. Ça marche. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Ciao. Bonne journée à tous. Au revoir. Et vous nous dites pour les métavers, si vous voulez qu'on fasse une session d'onboarding métavers pour une conf ou pas. Merci.
C'était très riche, merci. Hop, on va arrêter.